Bonjour, vous m'entendez bien? Bon, merci à tous d'être là. Merci à Joël et à Lydia de m'avoir invité. Alors moi, pour continuer dans le même sujet, j'aurais une question pour tout le monde. Est-ce que ceux qui savent ce que c'est le kitesurf peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ah, donc pas mal. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ne savent pas, alors je vais expliquer très très rapidement. Alors en gros, le kitesurf, c'est un sport qui consiste à avoir une planche de surf au pied et se déplacer sur l'eau, tracté par le vent à l'aide d'un cerf-volant. Donc voilà, maintenant, vous aurez compris, on a besoin de vent. Donc quand il n'y a pas de vent, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, souvent, c'est le drame. Donc ça veut dire que le cerf-volant, il tombe dans l'eau. Et s'il n'y a vraiment plus de vent, il mouille et on n'arrive plus à le relever. Donc là, que vous êtes tous des pros du kitesurf, je vais vous inviter à venir avec moi. Donc vous êtes tous avec moi, d'accord? Alors on est à 4 km de la côte du Brésil, au large. Et à ce moment-là, on navigue, tout va bien, et d'un coup, le vent s'arrête. Ah voilà, le Brésil, c'est bien. Alors, le vent s'arrête, le cerf-volant tombe dans l'eau. Donc là, on récupère la planche, on s'assit sur la planche, on regarde autour, la côte est très loin. Et puis d'un coup, on voit un petit aileron gris qui navigue à 20 mètres. Puis au bout d'un moment, on en voit un deuxième, et pour nous rassurer, on se dit, bon, c'est des dauphins, ils sont à deux, donc voilà. Donc on espère que c'est des dauphins. Et donc à ce moment-là, on regarde l'heure, il n'y a toujours pas de vent, on regarde l'heure et il est 16 heures. Donc 16 heures au Brésil, à cette époque-là, ça veut dire qu'il reste 1 heure avant la tombée de la nuit. D'accord. Donc, ma question pour vous maintenant, c'est quel est votre sentiment à ce moment-là? Donc, qu'est-ce que vous sentez? D'accord. Et donc pour ça, j'aurais besoin que vous sortiez vos téléphones. Donc, on va faire une exception. Vous pouvez prendre vos téléphones et vous scannez ce code QR ou alors vous rentrez sur ce site, woodclub.com. Et le code, c'est AIXLKG. Et donc, pendant que vous rentrez sur le site, je vais juste résumer. Donc, on est à 4 km de la côte. Il n'y a plus de vent, le cerf-volant est dans l'eau. On est assis sur la planche. Il reste 1 heure avant la tombée de la nuit. Et puis, on n'est pas tout seul. Voilà. OK. Donc, vous pouvez commencer à écrire les mots. Vous pouvez écrire tous les mots que vous voulez. Puis, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais moi, je vais surtout vous expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé là. Donc, si on revient 3 semaines en arrière, j'habitais au Brésil à cette époque-là. Et 3 semaines en arrière, je venais de quitter la société que j'avais créée et gérée pendant 5 ans. Je venais de me séparer après une relation de 10 ans. Donc, les derniers jours, je n'avais pas fait grand-chose d'autre que pleurer. Et donc, j'arrive quand même à prendre un peu de motivation et je me dis, bon, je vais aller me promener à la plage. Donc là, j'arrive à la plage et je vois ça. Donc je dis, c'est intéressant, c'est un groupe de gens, des planches au milieu. Et là, je me rapproche et je vois ça. Je dis, en fait, il y en a une grosse partie, ils sont en fauteuil roulant, en fait. Je dis, bon, c'est sympa, c'est une association, j'imagine. Ils mettent les gens dans l'eau. Et au bout de 5 minutes, je les vois comme ça. Et je me suis dit, ok, là, je ne comprends pas très bien. Je veux bien, sur le fauteuil roulant, aller dans l'eau, mais là, faire du surf, j'arrivais vraiment pas à comprendre. Donc, je me suis rapprochée. Et on m'a présenté Byron. Et Byron, c'était le responsable. Il me dit, nous, on est une association, on fait de l'inclusion sociale pour les personnes atteintes de handicap à travers le surf. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il a vu ma tête, genre, je ne comprends pas. Enfin, comment c'est possible? Il me dit, mais non, mais toi, tu fais plein de kitesurf, parce qu'il me connaissait de la plage. Il dit, tu fais plein de kitesurf, viens surfer avec nous, reste aujourd'hui. Je dis, bon, au pire, ça va me changer les idées. Et au bout de 10 minutes, il vient et il me dit, il me présente Raphaël. Donc Raphaël, il a 20 ans, il a une paralysie cérébrale, il n'arrive pas du tout à marcher, il arrive difficilement à bouger le haut de ses bras, et très difficilement à communiquer. Enfin, en tout cas, à parler. À communiquer, il communique bien. Et donc Byron, il me prend sur le côté, il me dit, non mais t'inquiète pas, donc tu vas aller surfer avec Raphaël, t'inquiète pas, c'était son rêve de faire du surf. Et donc, il est à l'aise dans l'eau, donc voilà, il va être très très content. Et donc, il y a quelques personnes qui nous aident, on se prépare, on va prendre la première vague. Donc, la première vague, voilà,
tout va bien. Il n'a pas l'air très rassuré, mais je vous assure, il était très content. Et donc là, c'était la première vague. Et donc, voilà, tout se passe bien. On se dit, bah, on va prendre la deuxième. Donc là, je vous montre la deuxième vague. Et donc, pour l'instant, tout va bien. Et là, voilà, c'est le drame. Donc, on renverse. À ce moment-là, moi, je me lève, j'avais pied. Je me retourne. Et je dis, mais Raphaël, il est où? Et je ne le voyais pas. Je dis, mais bon, il arrive pas à marcher. Je ne suis pas sûre qu'il sache nager. Je dis, mais il est où? Je dis, merde. Je me retourne. Et là, je vois un bout de t-shirt jaune qui dépasse de l'eau. Et donc là, je me lance, je l'attrape comme je peux. Je le prends dans mes bras. J'entends qu'il tousse. Je me dis, ok, bah, il est vivant. Et à ce moment-là, je me dis, bon, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Bravo. Enfin, super. Et donc, j'ose pas trop le regarder. Et puis, au bout de quelques secondes, quand même, nos regards se croisent. Et là, il éclate de rire. Je me dis, ah bon, ok. Donc, je suis un peu rassurée. Là, et j'ose quand même lui demander, est-ce que tu veux y retourner? Et là, il pousse un gros cri de joie. Je me dis, waouh, bon, chapeau. Alors, ce jour-là, Raphaël, il m'a donné une belle leçon de vie, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'était surtout que moi, je suis arrivée à la plage et je me suis dit, comment c'est possible que ces personnes atteintes de handicap qui n'arrivent pas à marcher puissent faire du surf? Et je suis repartie ce jour de la plage en me disant, comment c'est possible qu'elles fassent du surf sans gilet de sauvetage? Et en fait, la réponse est simple, c'est qu'ils n'en avaient juste pas les moyens. Donc, ils faisaient avec ce qu'ils pouvaient. Et donc, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, ok, moi, il faut que je trouve une façon de les aider. Et à ce moment-là, moi, je me suis posé 3 questions très simples. La première, c'est qui suis-je? La deuxième, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et la troisième, qui est-ce que je connais? Et en fait, ça revenait à quoi? Ça revenait à ce moment-là à essayer de rassembler les ressources que moi j'avais à ma disposition. Et à partir de ces ressources-là, moi j'ai imaginé quels étaient les objectifs possibles, qu'est-ce que je pouvais faire à partir de ces ressources. Sachant que moi ce que je voulais faire, c'était soutenir le projet, de sensibiliser les gens à l'importance de l'inclusion sociale et surtout lever des fonds pour leur permettre de faire leur travail d'une façon avec de meilleures conditions. Et là, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a marché pour moi? Pourquoi est-ce que moi, d'un coup, je veux absolument les aider? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'émotion que moi, j'avais sentie quand je les avais vus surfer. En fait, ça ressemblait un peu à ça. C'était genre, waouh, comment c'est possible? Et je me suis dit, bon, bah, si moi, j'arrive à faire quelque chose pour lever des fonds pour eux, quelque chose qui arrive à reproduire cette émotion chez les autres, peut-être que ça va marcher. Et donc moi, j'étais passionnée de kitesurf et je me suis dit, bon, j'avais cette idée en tête depuis un moment, je voulais faire la côte nord du Brésil en kitesurf et à chaque fois que j'en parlais avec des amis qui faisaient du kite, ils me disaient, non mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça toute seule, déjà tu fais pas de kite toute seule, tout court. Je me suis dit, ok, mais si je me donne... Moi je sais pas pourquoi, mais je sentais que c'était possible. Et du coup, j'ai reparlé avec 2 ou 3 copains qui faisaient du kite et je les ai vus faire la même tête que moi j'avais fait à Byron. Je me suis dit, ok, je pense qu'il y a quelque chose. Et donc c'est là que j'ai monté le projet Kite 1000, qu'il s'agissait de donc naviguer environ 1000 km le long de la côte nord du Brésil. Mais en fait, ce n'est pas le projet qui est important, et ce dont je voulais parler aujourd'hui, mais c'est surtout ce que moi j'ai fait inconsciemment à ce moment-là, et c'était la démarche, comment est-ce que j'ai réfléchi. Et il y a un chercheur, heureusement qu'il y a des chercheurs, donc, pour théoriser les choses, qui s'appelle Saravati, qui a théorisé qui a publié sur le paradigme d'effectuation. Et en fait, ce paradigme, il compare 2 modes de raisonnement différents. Le premier, c'est le mode de raisonnement causal, qui part du postulat que je peux prédire le futur, donc je n'ai pas besoin de le contrôler. Et c'est un raisonnement assez classique dans le management et qui est aussi enseigné dans toutes les écoles de business, même à la Silicon Valley, je vous rassure. Et qui, en fait, ça part de se donner un objectif, et à partir du moment où on s'est donné l'objectif, on va assembler toutes les ressources qui sont soit à notre disposition, soit on va en générer d'autres pour se donner les moyens d'arriver à réussir cet objectif-là. Donc parfois, dans certains cas, ça peut être relativement coûteux. Et donc Saravati, il a défini ce qu'il appelle le raisonnement effectual. Et ce raisonnement effectual, il part d'un postulat qui est opposé. Donc il dit, j'ai pas besoin de prédire le futur parce que je peux le contrôler. Et donc lui, il associe ça, dans la plupart des cas, à des entrepreneurs qui partent des ressources qui sont disponibles. Et à partir de ces ressources-là, ils essayent d'imaginer les objectifs ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec les ressources dont ils ont besoin. Et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent chez des entrepreneurs
qui sont dans des situations de flou ou d'incertitude totale, mais où l'action elle est encore possible. Donc c'est des personnes qui croient que le futur peut être influencé par l'action humaine. Et donc pour en revenir, donc voilà, ça c'est en fait le fait de partir de ces ressources et imaginer les objectifs, c'est le premier principe du paradigme de Saravati. Et donc si on en revient au projet, en fait vous direz ok, t'es bien gentil, toi t'as juste voulu impressionner les gens, tu t'es dit ils sont impressionnés, tu vas faire 1000 km et puis tu pars comme ça, comme une folle. En fait je suis pas complètement partie comme ça, je me suis quand même posé une grande question avant de partir, et c'était qu'est-ce qui était pour moi une perte acceptable. Donc je me suis posé la question, et je me suis dit ok, est-ce que tu es prête à mourir? Je me suis dit non, je ne suis pas prête à mourir pour ça. Est-ce que tu es prête à perdre tout ton matériel? Je me suis dit bon, s'il s'agit de survivre, ok, je suis prête à perdre mon matériel, mais à l'époque je n'avais pas vraiment de sponsor, alors je ne voulais pas vraiment perdre mon matériel, juste pour réussir le projet. Comme ça, je me suis posé d'autres questions et j'en suis arrivée, je dis, ok, c'est possible que tu sois amené à passer une nuit en mer. Je dis, est-ce que tu es prête à passer la nuit en mer? Et là, je me suis dit, est-ce que les ressources que j'ai aujourd'hui me permettent de passer une nuit en mer? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans mon sac à dos? Comment est-ce qu'il faut que j'ai mon équipe de support autour de moi pour que je puisse passer une nuit en mer avec des chances de survivre? Donc, je me suis dit, ok, oui, je suis prête à passer une nuit en mer. Et donc, en fait, cette question, voilà, si on en revient à vos nuages de mots, qui ne sont pas très réjouissants, on se dit, moi, à ce moment-là, en fait, je n'avais pas spécialement peur. Je me suis dit, bon, j'ai essayé d'oublier les dauphins ou requins, où je ne savais pas trop ce que c'était, mais je m'étais posé la question, est-ce que tu es prête à passer la nuit en mer? Je me suis dit, ok, c'est possible. Donc, à ce moment-là, moi, je n'avais pas vraiment peur, parce que je savais que je pouvais encore faire quelque chose pour m'en sortir. Donc voilà, et donc ça illustre le deuxième concept, enfin le deuxième principe du paradigme de Saravati, qui dit en fait, il ne faut pas investir quand on prend... Et la réponse à cette question, elle dépend du projet, elle dépend de la personne, elle dépend du contexte, elle dépend de plein de choses. Mais il faut, en résumé, ça veut dire qu'il ne faut pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Voilà. Et donc là, je vous propose de changer complètement de décor, et je vais vous présenter Arthur. Donc Arthur, il est aussi brésilien, mais il a fait ses études d'ingénieur avec moi en France. Et après ça, il est rentré au Brésil et il a monté une société avec son frère qui est aujourd'hui valorisée à plus de 3 milliards, donc plutôt beaucoup de succès. Et un jour, j'étais chez lui et il a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Et il a dit ça. Il a dit « Les idées sont gratuites ». Et à ce moment-là, moi, je vous avoue que je n'avais pas vraiment compris la portée de ce qu'il voulait dire. Et je l'ai vraiment compris quand, 2 ans après, je suis allée habiter à la Silicon Valley, avec un E-Y. Donc j'étais à Berkeley, Go Bears, je ne sais pas où il est. Donc je suis allée faire mon master à Berkeley, et pendant que j'étais là-bas, j'ai participé à la création d'une entreprise qui s'appelle Will the World, qui a été fondée par un ami à moi qui est aussi tétraplégique. Et je vais vous montrer une petite vidéo, et je vous demande juste d'essayer de réfléchir à dans quel secteur est-ce que vous pensez que cette entreprise pourrait évoluer et qui seraient leurs concurrents. If you want, we can talk about what led us to use wheels instead of legs with an earful story of effort and determination. But there's something we have to tell you. We're not superheroes. We didn't feel like them when we climbed to over 2,430 meters above sea level. We thought the same thing anyone would. We felt grateful to be there because it made us understand several things. But before we start to tell you, could you please change the music? Because there in Machu Picchu, we realized that despite everything, this is not a cheap imitation of life. This, my friends, is life. Life at its fullest. Don't let anyone tell you otherwise. Don't let anyone make you feel otherwise. With fireworks lighting up the sky. Life. Pack your bags, recover the ability to wonder. Because we are not inviting you to travel. We are inviting you to live. Voilà, ça c'est Will the World. Est-ce que quelqu'un peut imaginer dans quel secteur? Non? Pas d'idée?
Le tourisme. Exactement. Donc c'est le tourisme. Et donc si on regarde, je sais pas comment, j'arrive pas plus à passer le slide. Bref, donc si on regarde les autres acteurs dans le secteur du tourisme, à cette époque-là, nous, on était à San Francisco. Et donc, les grands acteurs du secteur du tourisme, c'était qui? C'est Airbnb, c'est Booking, et puis il y a des millions d'agences de voyage locales réparties partout dans le monde. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, OK, ça pourrait être, en pratique, ça pourrait être nos concurrents. Mais bon, les rapports de force, ça ressemblait un peu à ça. Et donc, c'est bien beau et prétentieux de dire Airbnb, c'est notre concurrent, mais nous, on était 2, 3, dans un garage, on n'avait pas grand-chose. Et donc, en fait, ce qu'on s'est dit, bon, ben, en fait, ce qu'on va aller faire, on va aller taper à leur porte, on est allé frapper à la porte d'Airbnb, on est allé discuter avec Booking, puis on a discuté avec plein d'agences de voyage locales. Et en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tombé dans les oreilles de sourds, c'était des problèmes, l'accessibilité du tourisme, c'était un problème qu'ils essayaient déjà de résoudre. Donc, ce n'était pas une idée nouvelle, mais ils ne savaient pas vraiment comment faire. Donc, ça s'est traduit par quoi? En fait, Booking, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, OK, nous, on va vous donner 200 000 balles. Donc, ils nous ont donné les 200 000 premiers dollars pour qu'on construise l'idée. Et tout ça, donc, non dilutif. Et après, on est allé voir plein d'agences de voyage locales, et avec elles, en fait, ça pourrait être nos concurrents, mais en pratique, nous, ce qu'on voulait, c'était travailler avec eux, parce qu'on ne pouvait pas être présent partout dans le monde. Donc, c'est avec elles, on a fait du co-développement, et on a développé les produits qu'on allait après commercialiser. Donc, tout ça pour montrer qu'on est souvent un peu jaloux de nos idées, en disant « je ne veux pas parler de mon idée », et j'entends ça en Valais très souvent. On ne veut pas parler de notre idée parce qu'on a peur qu'on nous la pique. Mais en fait, les entrepreneurs, et je pense que les entrepreneurs qui sont dans la salle, ils savent très bien qu'avoir des idées, c'est la partie facile, mais les exécuter, c'est la partie la plus difficile. Et donc, ce qui est important, c'est de bien s'entourer et trouver les bonnes personnes autour de nous qui peuvent nous aider à avancer. Et donc ça, c'est le troisième paradigme d'effectuation de Servatis, c'est les partenariats stratégiques. Nous, chez Will the World, on s'est dit, OK, on est vraiment tout petit, nous, on ne peut pas influencer le marché du tourisme. Mais qui c'est qui peut l'influencer? C'est Airbnb, c'est Booking. Donc si on arrive à les convaincre que c'est une bonne idée, et ils le savaient déjà, et en travaillant avec eux, on peut arriver à nous créer donc cette place de marché. Et donc là, vous l'aurez compris, il y en a un quatrième. Et donc, pour illustrer le quatrième, je vais vous raconter la petite longue histoire qui m'a amenée ici, aujourd'hui. Donc, il y a presque exactement 2 ans, jour pour jour, le 15 septembre 2019, j'habitais en France et j'ai eu un assez gros accident de moto. Et donc, ce jour-là, en fait, ma vie, elle a changé radicalement du jour au lendemain. Donc, j'ai changé la moto pour un petit tour d'hélico, mais bon, j'ai pas trop profité de la vie au milieu de la nuit. Et puis ça, c'est devenu ma nouvelle maison pour les mois qui ont suivi. Et j'ai pas trop bougé du lit. Les apéros avec les amis, voilà, l'apéro se ressemblait à ça. Et puis le petit verre de vin, c'était plutôt des shots de morphine. Les projets de voyage, c'est devenu des expéditions au rez-de-chaussée de l'hôpital et des courses de fauteuil roulant avec ma sœur, à qui j'ai laissé gagner. Hein. Mais bon, elle n'a pas bien fini. Ah, voilà. Et toutes ces idées de business, etc., en fait, ça sont converties en discussion avec les médecins sur des possibles amputations de ma jambe. Donc c'était quand même beaucoup moins glamour. Mais c'est pas trop de ça que je voulais vous parler. Juste pour un résumé, j'ai eu plein d'eau cassée. Et puis surtout, en fait, je me suis retrouvée avec un... Vous avez tous fini de manger? C'est bon, d'accord. Donc avec un ballon de foot à la place de mon pied. Et j'ai pris la photo la moins gore que j'ai pu, mais pour vous illustrer un peu à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc l'infirmière n'était pas très contente avec le petit dessin, elle m'a un peu engueulée. Mais voilà. L'infirmière, elle rigole. Mais c'est pas elle. Donc voilà. Mais bon, maintenant, on est en période de JO. Je vais arrêter de vous parler de mon accident. Et je voulais faire le top 3 des questions qui m'ont été le plus posées ces 2 dernières années. Donc en 3e position, il y a quand est-ce que tu pourras reprendre ta vie normale? En 2e position, c'est quand est-ce que ton talon va redevenir comme avant?
Et en première position, est-ce qu'il y a des... Non? En fait, en première position, c'est qu'est-ce qu'en disent les médecins? Parce que les médecins, bien sûr, ils savent tout. Mais en fait, je veux dire un secret, ils ne savent pas. Donc, et donc, en fait, moi, bon, on va demander à mon médecin qui est là, mais est-ce que je t'ai déjà posé cette question, Yann? Quand est-ce que mon talon va revenir comme avant? Voilà. En fait, moi, j'ai jamais posé cette question. Déjà, de un, parce que je savais qu'il ne savait pas, et je ne voulais pas qu'il me mitonne avec quelque chose qui n'était pas vrai. Et de deux, parce qu'en fait, pour moi, ce qui était devenu important à ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu mon accident et que je l'ai accepté, c'était de reconstruire ma vie de la façon dont moi, je voulais. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça, quand j'étais encore aux soins intensifs, et j'avais même pas eu encore la reconstruction du ballon de foot au talon, j'ai essayé de chercher comment est-ce que je pouvais me donner le maximum de chance et regarder où est-ce que je peux faire ma rééducation. Et donc, c'est là que j'ai cherché sur Internet, j'ai discuté avec des personnes qui étaient allées à la CRR, et donc j'ai demandé à venir à la clinique à Sion. On m'a dit c'est à Sion en Valais, je ne savais même pas où c'était le Valais. Je me suis dit ok, de toute façon, si c'est là que j'ai le plus de chance, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, je suis emmenée en Valais, et puis je suis restée quelques mois, on a même fait le confinement à la clinique. Et après, j'ai beaucoup aimé la région, mais surtout, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux maintenant construire ma vie en profitant du bagage avec mon expérience passée, à l'étranger, au Brésil, aux États-Unis, etc., mon expérience d'hospitalisation, mon expérience de sportive, et dans la rééducation. Et en fait, j'ai vu un gros potentiel en me disant, ok, ici, on est vraiment super bien soigné, mais il y a quand même un gros potentiel pour essayer de ramener un petit peu d'innovation dans cet écosystème. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de rester en Valais, et puis de rejoindre la fondation d'IARC. Voilà. Donc, en fait, cette petite histoire, le but, c'était quand même c'était surtout d'illustrer que dans tous les projets et dans la vie, on commet toujours des erreurs et il y a toujours des imprévus. Et il y a plusieurs façons de les recevoir, ces imprévus et ces erreurs. Et la façon que moi j'ai choisie, c'était d'essayer d'utiliser ça en ma faveur pour essayer de me créer de nouvelles opportunités. Et ça illustre en fait le 4e paradigme d'effectuation de Sarasvati, qui en anglais dit leveraging contingencies, et le but, et c'est exactement ça, c'est d'accepter les erreurs et d'accepter les échecs pour essayer d'en tirer parti et en sortir meilleur. Et donc je pense que ce serait dommage de finir toute une matinée de conférence sans avoir parlé de notre cher Covid. Alors je pense que pendant toute cette année, tout le monde est passé par ça, donc je pense que ça va parler à tout le monde. Je pense que je ne prends pas trop de risques si je dis qu'au moins 100% des personnes qu'il y a dans cette salle ont au moins dit ou entendu les 2 phrases suivantes. Donc, après le Covid, je vais faire des plans sur la comète, voyager, je ne sais pas quoi, ou quand tout sera revenu comme avant. On va faire ci, on va faire ça. Et en fait, ce Covid, il nous donne un bon framework, je n'arrive plus à trouver un bon contexte, pour essayer de placer les différentes façons de raisonnement, les différents types de personnes sur un graphique, parce qu'on aime bien mettre des étiquettes. Donc, on a celui qui est plutôt adaptatif. Et l'adaptatif va dire, ok, moi, j'essaye pas de prédire le futur, j'essaye pas de le contrôler, mais vous pouvez me balancer ce que vous voulez, moi, je vais m'adapter. Ensuite, il y a celui qui est plutôt prédictif, et il va dire, ok, il va essayer de prédire comment est-ce que sera le futur, comment ça va être cette nouvelle normalité, pour essayer d'être mieux préparé que les autres. Ensuite, nous avons le visionnaire, qui va essayer de prédire, mais aussi essayer quand même de lutter et de faire quelque chose pour essayer de revenir à la normale. Et finalement, nous avons l'effectual, qui va dire, ok, bah voilà, la situation elle est comme elle est, comment est-ce qu'on peut essayer de tirer parti de ce qui nous est arrivé, d'apprendre et de créer le futur ou la nouvelle vie ou le new normal, comment est-ce qu'on peut participer à travers l'action humaine à créer le futur. Et donc juste un petit résumé, donc, entre les 2 types de raisonnement évoqués par Sarasvati dans son paradigme. Donc, nous avons le causal d'un côté et l'effectual de l'autre. Donc là où certains partent d'un objectif et ils essayent de recruter les ressources, d'autres ils partent des ressources et ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec.
Là où certains, ils vont se dire, OK, je vais entreprendre ce projet en fonction du retour espéré. D'autres, ils vont dire, bah, voilà, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Et on va investir que ce qu'on est prêt à perdre. Et du coup, on sera prêt à prendre des risques dans cette direction-là. Les personnes qui raisonnent plutôt en causal, ils vont faire une analyse concurrentielle. D'autres, ils vont essayer d'aller, voilà, on va se démerder, on va essayer de trouver des partenariats, on va essayer de voir s'il y a quelque chose avec l'aide d'autres personnes. Et finalement, là où certains essayent de prédire, les autres, prédire pour se préparer, les autres, ils prennent ce qu'il y a, enfin les effectuals, donc, ils prennent ce qu'il y a et ils essayent d'agir sur le futur à partir d'aujourd'hui. Donc, juste pour un petit résumé, donc, les entrepreneurs, en général, c'est quand même des gens qui sont optimistes, parce que sinon, ils ne seraient pas entrepreneurs. Et ils croient dans un futur qui est à construire et qui est surtout très influençable et qui peut être construit à travers l'action humaine. Et donc, plutôt que d'essayer de prédire, donc ils vont se dire, bah voilà, on va assembler les ressources qu'on a et on va essayer de se lancer. Mais il faut quand même se poser les bonnes questions avant. Et donc, avant de vous laisser, j'aimerais vous laisser quelques devoirs. Donc, la première question, c'est est-ce que dans vos projets, soit d'innovation, gestion d'entreprise, vos projets personnels, tout ce que vous entreprenez, est-ce que vous êtes au clair par rapport à qu'est-ce qui est pour vous une perte acceptable? Souvent, on ne se pose pas la question et on y va, puis après, on regrette peut-être d'avoir trop perdu parce qu'on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qui était une perte acceptable pour nous. Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez identifié, donc, pour ces mêmes projets, qui sont les personnes, les institutions, qui est le plus à même de pouvoir vous aider à réussir? Et surtout, est-ce que vous avez osé leur en parler et les embarquer dans votre projet? Donc, il y a des idées que même un entrepreneur effectuel, il n'arrive quand même pas à concrétiser. Mais pour tout le reste, vous pouvez venir nous voir à la Fondation des Arcs, on va essayer de vous aider. Et donc, pour finir avec un pseudo-suisse comme moi, il a dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses. Et les 95% restants, ils vont venir le long du chemin. Donc, je pense que ça illustre bien l'état d'esprit souvent des entrepreneurs, en tout cas dans l'aventure. Et Raphaël, avec son nouveau gilet, et moi, on vous remercie de votre attention. Et merci beaucoup.